on apprend à accepter que l'on n'est pas le centre autour duquel tout l'univers tourne. Il ne s'agit pas de se contenter de mettre en place des conditions en vue d'arriver à un but. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas voir le monde occulte qu'il n'existe pas. Nous avons déjà parlé de la magie en tant que réponse personnelle à un contexte culturel plus général en lien avec la société occidentale. La magie est vue comme positive ou comme une esthétique ou valeur refuge vécue individuellement et correspondant à un produit de masse. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre forme de magie qui, elle, ne s'avoue pas, ne s'identifie pas comme telle, mais qui constitue une pratique peut-être plus proche de la magie que la mode autour de la magie. Et nous allons voir la forme d'esprit qui est à l'œuvre et également des croyances qui sont associées, et nous finirons cet entretien sur les priorités et attentes profondes qui sont communes avec la magie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'expression de pensée magique. C'est un concept qui est très utilisé en psychologie. Elle consiste à décrire une phase du développement de la psyché lorsque l'enfant, à peu près entre 2 et 6 ans, qui consiste à croire qu'il suffit de penser à quelque chose pour que ça se réalise. Alors, ça peut être pour s'attribuer la responsabilité d'un événement qui est survenu après qu'on y ait pensé, par exemple. Ça peut être pour effectuer un rituel, pour que quelque chose ne se produise pas. Nous passons tous plus ou moins par cette étape, et la plupart du temps, lorsqu'on grandit, on s'adapte aux situations réelles, au réel tel qu'il est. On apprend à accepter que l'on n'est pas le centre autour duquel tout l'univers tourne. Et on peut gagner comme ça en autonomie, en responsabilité, en liberté et en interaction. On peut réactiver cette manière de penser dans sa vie, même quand on est adulte. On voit des liens entre des événements qui n'ont aucun lien logique entre eux. Par exemple, quand on dit ça c'est le karma, ou bien l'univers s'est vengé, ou au contraire l'univers a donné un signe. Ça relève de la pensée magique. Je ne dis pas que c'est faux, délirant ou maladif, je dis simplement que c'est irrationnel. On essaye de donner du sens à ce que l'on vit au sein d'un réel qui reste complexe, et il est sain d'avoir conscience qu'il s'agit d'une attitude irrationnelle, qui relève plutôt de la pensée magique. Le système de pensée qui illustre très bien cette magie qui ne se nomme pas est la croyance en la loi d'attraction, qui consiste à rendre chacun responsable de ce qui lui arrive et à attester que tout ce qui nous arrive est le résultat de nos pensées. Alors par pensée, il faut comprendre en fait toutes nos émotions, nos décisions, qu'elles soient conscientes ou qu'elles ne le soient pas, tout ce qui est en nous. Notre manière d'être génère une réalité bien au-delà de la réalité tangible. Comme un aimant qui résonne dans tout l'univers, nous attirons et créons nos conditions de vie. Voilà ce que c'est que la croyance en la loi d'attraction. C'est une forme de pensée magique, mais qui s'assume et qui estime au fond que l'univers tout entier fonctionne ainsi. Mais me direz-vous, quel est le rapport avec la fréquentation de l'occulte, qui est le thème de cet entretien? La fréquentation de l'occulte et la loi d'attraction, c'est quoi le rapport? Eh bien, il s'agit d'une magie qui ne dit pas son nom. Et nous allons voir en quoi et quelles en sont les conséquences. Cette croyance fait disparaître toute la complexité du réel, évacue tout ce qui n'est pas la conscience humaine. Autrement dit, on se perçoit, de manière induite, comme un être tout-puissant. Et avec la complexité du réel, on fait également disparaître tout ce qui était appelé auparavant la providence, la grâce, bref, tout ce qui peut échapper au contrôle humain. Vous sentez peut-être qu'en formulant les choses comme ça, on se rapproche de ce que l'on imagine être un magicien. Le magicien fait en sorte que l'univers lui obéit et il obtient des résultats qui sont inexplicables pour le commun des mortels. Alors, peut-on mettre en œuvre cette croyance de la même manière que l'on pratique la magie? Alors, concrètement, la mise en œuvre de cette croyance peut nous conduire en fait à 2 situations. Soit ça marche pas. Soit ça marche pas, on n'obtient pas le résultat malgré qu'on veuille très fort quelque chose, soit au contraire ça marche très bien et on accède au résultat que l'on veut, et accessoirement on fait des vidéos sur internet pour attester que tout ça c'est génial, avec la loi d'attraction ça fonctionne. Donc si ça ne fonctionne pas, on peut s'entêter dans la même direction. Ce sera logique parce qu'en fait il ne s'agit pas de se contenter de mettre en place des conditions en vue d'arriver à un but, comme peut le faire tout un chacun dans la mesure de ses possibilités, puis à un moment donné, si ça ne marche pas, il passe à autre chose. Là, ça va beaucoup plus loin. Il s'agit d'une attente d'un résultat bien précis et une lecture du réel, de ce qui survient, comme un message direct de l'univers qui répond à notre volonté profonde. Et donc, tant qu'on n'est pas satisfait, eh bien, on va persévérer. Et sur ce chemin-là,
immanquablement, on rencontrera un jour ou l'autre des incitations à mobiliser des énergies dites cachées, des forces inconnues de l'univers, pour qu'elles se soumettent à notre bon vouloir. Et là, c'est exactement ce qu'est la magie. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas voir le monde occulte, ou la providence, ou la complexité du réel, que tout ça n'existe pas. Ce serait comme se mettre les mains devant les yeux. En mobilisant des énergies occultes en vue de les soumettre pour arriver à son but, en se plaçant comme utilisateur des autres, qui sont que des moyens pour arriver à son but, on se place soi-même dans une certaine éthique, une certaine attitude intérieure qui nous expose à certaines forces occultes qui, dans un premier temps, peuvent très bien obéir à notre volonté personnelle pour ensuite nous présenter la contrepartie de leur collaboration. C'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre en place une sorte de commerce, un échange. En effet, notre esprit peut aller puiser dans ces sources-là, dans ces énergies occultes, des forces qui peuvent sembler obéir, accepter d'obéir à notre volonté, moyennant quelque chose. C'est-à-dire qu'en échange de l'aide pour obtenir ce que l'on veut, elles s'associent à notre conscience, à notre volonté, mais comme des parasites, elles s'accrochent à nous. Et dans le cas où nous continuons à ne pas assumer consciemment que l'on fait de la magie, ces lois sont les mêmes. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas voir le monde occulte qu'il n'existe pas. Car ces principes concernent la mise au centre du jeu, le moi, la volonté personnelle, accompagnée de croyances en une puissance personnelle sur le monde, qu'il soit matériel ou immatériel. Parfois, on peut mettre en pratique des formes qui sont directement celles de la magie, comme par exemple la croyance en la puissance de la parole associée à la volonté qui aurait un impact sur le réel. Il y a donc dans la mise en avant de la volonté personnelle associée à une croyance en sa toute-puissance une grande similitude avec une magie, mais cela, ce serait de façon inavouée. La magie assumée utilise déjà ces éléments-là et mobilise également d'autres instances occultes, comme nous le verrons dans d'autres entretiens à propos de ce sujet. À bientôt. Allez, salut.